thérapie apporte. Il faut nécessairement qu'il y ait une montée d'intensité, mais à un certain moment, il faut commencer à descendre pour qu'on puisse quitter sereinement. Si vous coupez en plein, ça ne va pas. Si vous avez 3 jours, il faut aussi monter, mais veiller à ce que le 3e jour, on puisse. Si vous avez 1 an, il y a le sommet des confrontations. Et puis ça. Alors, ces cycles-là, fondamentalement, correspondent à l'activation de l'orthosympathique suivie du parasympathique. Donc, c'est les vers qui ont porté la nouveauté de l'ortho et du para. Mais nous, quand nous agissons, nous ne pouvons pas avoir accès direct à notre ortho et notre para. Nous ne pouvons le faire qu'à travers les images mentales. Si je peux imaginer quelque chose, une scène, puisque le fait d'imaginer active les mêmes cellules quelque part que celles qui commandent le corps, par l'image, je peux entrer dans des réactions, provoquer des réactions corporelles. Il y a une différence entre, par exemple, un sourire volontaire, voire etc., et un sourire spontané. Dans un sourire spontané, il y a l'activation des images mentales. Donc, ça n'est que par l'activation, provocation des images que je peux avoir accès à des niveaux inférieurs de mon système nerveux. À un certain moment dans l'évolution de la vie, au départ, oui, il y a des unicellulaires, des unicellulaires, les microbes, enfin, tout ce que bactéries, tout ce que vous voulez. Puis à un certain moment, les cellules qui se divisent restent ensemble et vont former un corps. Ce qui va permettre à certains de se spécialiser dans un domaine et d'autres dans d'autres domaines. Les cellules peuvent se spécialiser dans la paroi extérieure, d'autres dans la digestion, d'autres. Donc c'est une division des tâches. Si nous sommes maintenant dans des peuplades primitives, le fait de se grouper en villages, que certains font du pain, certains font la chasse, certains tissent. S'il y a une distribution des tâches, la production générale est plus grosse. Et donc le partage est plus favorable pour chacun. Si vous voulez que ça se passe au niveau humain, animal, le fait de partager, de spécialiser, augmente le résultat général et donc ce que chacun peut en recevoir. C'est donc vrai au niveau multicellule, au niveau du passage des cellules à la multicellularité. Ça va quand même un peu plus loin. Parce que maintenant, vous avez des cellules multicellulaires, un groupe de cellules qui a trouvé déjà une spécialisation dans la digestion, dans l'excrétion, dans le mouvement, enfin dans 36 choses et constitue un animal complet. Et puis vous avez une autre étape qui fait qu'un animal complet, des cellules qui vont provoquer l'animal complet, ne se séparent plus.
et que vous avez finalement un animal qui est composé d'une suite d'animaux. C'est le ver. Chaque morceau du ver, chaque métamère du ver a son estomac, a son système nerveux, a son cœur, a tout. Est complet. Et pourtant, ils sont plusieurs. Ça pose quand même des petits problèmes. C'est comment faire en sorte que l'ensemble réagisse, mais pas chacun de son côté, sinon on arrive au... Donc il faut une tête. Enfin, un des métamères qui va pouvoir dominer. Et pour ça, il va être en relation avec toutes les cellules, tous les centres nerveux de tous les individus qui composent le ver. Donc on a une chaîne, mais qui est dominée, qui est initiée, qui a comme une prérogative, une primauté, qui est l'animal antérieur, le métamère antérieur. Quand on se trouve devant une série d'animaux qui sont comme ça, en vert, il faut coordonner. Il faut que tous s'activent en même temps, ou se désactivent en même temps. Parce que si un commence à activer l'autre, c'est le cafarnaum. Donc la première chaîne qui relie tous les individus du ver va donc être une chaîne qui va pouvoir surtout exciter, surtout permettre de répondre à l'extérieur. Donc on voit la naissance de l'orthosympathique. Puis, c'est encore au niveau, l'orthosympathique, c'est encore au niveau neurologique, en réseau, ce qu'on appelle le niveau réticulaire. On n'a pas encore inventé un cerveau alors vraiment dominant qui est le cerveau vestibulaire et qui va régenter tout. On est dans un réseau purement réticulaire. Mais ça ne suffit quand même pas à un certain moment de toujours exciter. Il faut quand même à un certain moment favoriser la réparation. C'est-à-dire favoriser, une fois qu'on a fait ce qu'il fallait pour vivre, chasser ou trouver une nourriture, ou combattre, etc., à un certain moment, il vaut mieux réparer, c'est-à-dire favoriser des digestions, favoriser la remise en ordre, récupérer. Et donc une autre chaîne va naître, parallèle à la première, celle-ci ayant pour fonction de favoriser la récupération, la restauration. Donc nous aurons les deux chaînes à ce moment. Et elles doivent s'appuyer en alternance. Je ne vais pas aller plus loin maintenant, mais cette alternance qui advient dans le développement général va pouvoir être utilisée à tous les niveaux successifs. Nous dormons à certains moments, sommes actifs à d'autres, on dépense à certains moments, on digère à d'autres. Donc les deux chaînes chez nous fonctionnent encore et sont utilisées. Quand on est dans une thérapie, c'est tout de même important à certains moments de confronter. Ça, c'est l'ortho. Accueillir, apaiser, détendre, c'est le para. Donc nous sommes tout en train, en thérapie, d'utiliser l'une ou l'autre chaîne. Mais je saute d'étape en étape.
Nous n'avons pas accès volontairement à sa chair. Nous n'avons pas volontairement, comme ça, activé. Si nous voulons combattre, ça se fait spontanément. La manière de faire, c'est d'utiliser le cerveau limbique, de provoquer des images, et à travers les images de mobiliser les parties du corps, le système nerveux antérieur ou limbique. C'est donc ce qui se passe quand on vous demande d'imaginer. Ça vous remet dans des tas de situations. Et ça permet d'en sortir aussi. Il faut donc bien connaître que c'est sur le système nerveux ortho et para qu'est fondée l'alternance. Et c'est une alternance continue. Tout le temps c'est l'un, puis c'est l'autre. Ce qui fait que ce soit au niveau d'une journée, d'une heure de thérapie, d'un repas, pas n'importe. J'ai toujours cette alternance-là. Ils allons donc pouvoir les utiliser. Sachant que si j'ai un examen à passer, je dois me mettre en tension pour être plus efficace. Donc je vais développer, solliciter l'ortho à fond. Et j'ai réussi l'examen. J'en ai plus besoin. Je bois un verre, je ne sais pas, je me détends, Mais si je n'ai pas réussi l'examen, je peux rester tendu. Mais quelque part, je reste en tension. Je pourrais rester. Et si par exemple, c'est pas réussi en juillet, je dois passer l'examen, je sais pas, en août, septembre, je vais en vacances, je pourrais essayer, mais il reste une tension résiduelle qui donc bloque l'utilisation du para dans l'un est annulé par l'autre, mais les deux s'annulent comme réserve au niveau capacité de combat orthosympathique. Le fait qu'il y ait de l'énergie qui est résiduelle, bloquée, met à ma disposition un moins large éventail de combativité et d'action. Je dis ça autrement. Je suis directeur d'un grand magasin, un supermarché. Et je sais pas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas très bien vendu. Mon stock est quand même énorme. Si mon stock est énorme, je n'ai pas reçu qu'entrée de liquidité qui me permettrait d'acheter de la nouvelle marchandise qui plairait peut-être mieux à ma clientèle. Je pourrais essayer. Le fait d'avoir un stock énorme, quelque chose qui est en résiduel, qui n'est pas liquidé, me donne des possibilités moindres d'intervention. Comment est-ce que je fais? J'ai trop peu d'argent. La seule chose, c'est d'essayer quand même de vendre ce que j'ai pas su vendre. Donc je vais faire des soldes. Bon, évidemment, si je dis je vends tout à 10%, demain, j'ai liquidé tout ça. Seulement, j'ai peu d'argent. Quelle est la meilleure stratégie pour recevoir le plus d'argent? En soldant. Quoi? Tout ce que je peux vendre à 80, je vends, puis à 60. Quand il y a des blocages d'énergie, des blocages, on dit plus fort, etc. Vous devez essayer de diminuer les stocks, c'est-à-dire l'énergie résiduelle bloquée. Et donc vous y allez par une certaine provocation, ça permet une certaine décharge, et donc l'énergie résiduelle diminue. Il y a plus d'énergie. Mais vous n'avez pas fait en une fois
n'êtes pas tombé en une fois à zéro. Donc, dans une thérapie, il faut s'y prendre peut-être à plusieurs fois pour petit à petit liquider l'énergie résiduelle bloquée. Donc, libérer la balance orthopare. J'ai simplement dit que nous avons constitué, même avant de devenir des vertébrés, donc c'est pré-vertébré, avant le crochage. Déjà, dans l'évolution, s'est constitué un système nerveux primitif. Bien plus primitif que ça, mais c'est déjà un niveau assez primitif, qui est le système ortho et para. Le système ortho, c'est pour pouvoir agir. Le système para, c'est réparer, c'est restaurer. Et on a inventé, les Verts ont inventé quelque chose d'extraordinaire, mais de pouvoir utiliser cette balance-là. Comme performance, c'est extraordinaire. Moi, je sais pas. Moi, je serais bien mieux de voir comme il a trouvé le truc pareil. Alors, j'ajoute, tout ça c'est bien, mais parfois, dans cette alternance, il y a des blocages. Et le blocage vient que je n'ai pas réussi tout à fait ce que je voulais. Alors je reste sous tension dans une partie de moi. Que le fait d'être sous tension annule du côté para la même quantité. C'est deux choses qui s'annulent. J'ai donc beaucoup moins à ma disposition. Il faut le savoir. Sinon on croit que ça va s'évacuer comme ça dans une séance où on va juste... Oui, on a évacué là. Mais on a fait des ventes à 80%. C'est peut-être pas suffisant, il faut peut-être aller à 60%. Il faut peut-être aller chaque fois un peu plus loin. Est-ce que ça, c'est une vision claire? C'est basé sur le système des vers. Nous sommes dans le verbien. C'est plus le reptile, c'est plus le poisson, c'est avant le vertébré. Il y a des phénomènes qui existent et dont nous devrons tenir compte. Mais ça donne cette balance perpétuelle qu'il faut bien connaître aussi. Sinon, on se casse la figure en disant oh, mais c'était magnifique, tout est déchargé. Oui, c'est vrai, en partie, mais il reste. Le blocage, c'est très rarement dans le relâchement. Il est dans le relâchement aussi au niveau. Le relâchement en tant que libérateur de décharge. Mais quand même, on voit souvent, ça ne se termine pas. Ça va jusqu'à pleurer. Jusqu'à... On a vu des trucs coupables. C'est donc on relâche, on ne combat plus. Mais pour arriver au relâchement, il faut d'abord solliciter pour arriver à la tension qui est pour être relâché. Si vous faites une bonne cure de, je pense, de relaxation, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Mais ce n'est pas la même chose. Tandis que si vous arrivez à solliciter le client en puissant plus l'évaluer, c'est quand même le provoquer à venir acheter, non? Si vient acheter, vous êtes libéré. Ceci, je parle de l'acheteur et du vendeur, mais ça se passe à l'intérieur d'un individu. Et vous avez vu les combats, enfin, tout ce qu'on met en œuvre. Et ça, c'est de l'ortho. Et si vous arrivez, vous stoppez la thérapie en pleine crise de combat, vous n'avez pas perdu
Et donc, ça ne va pas servir à quelque chose. Alors, si vous faites uniquement des décharges, ça apaise. Mais ça n'apaise pas fondamentalement. Parce que ça ne va pas jusqu'à lâcher. Si je fais un gros cri, et je me sens bien. Oui, je me sens bien, c'est le moment. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tellement libéré de tension en profondeur. Il y a des thérapies de décharge. Oui, ça marche, on se sent bien. Mais c'est pas la même chose que d'aller jusqu'à une prise de voix totalement pris dans ma situation, imagine. Il peut arriver à soi-même à lâcher. Si j'ai lâché dans une discipline, lâché musculairement, j'ai peut-être pas lâché dans tout le reste. Au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, etc. C'est une décharge globale, pas une décharge purement musculaire qui marche. Décharge plus dépassement. Alors ce qu'on a fait faire ce matin, c'est pas ça qui est thérapeutique, hein. Mais ça vous permet de faire une expérience, en tout cas, de ce qu'on peut ressentir. Il faut libérer le relâchement pour permettre l'activation. Donc vous allez vous confronter en demandant un relâchement de plus en plus fort. Et le moment, vous allez provoquer dans le mouvement d'activation, un mouvement actif. C'est l'inverse. Ce que je voudrais montrer, quand je suis dans des niveaux post-sato, que je suis vraiment en difficulté, je fais appel à des ressources profondes. Je ferai appel à mes ressources prénatales. Donc c'est faire appel à des étapes qui sont antérieures. C'est pas encore être bloqué à ces étapes-là. Non. Quand je nais, normalement, j'ai mon corps complet. Enfin, il n'y a pas de... Je manque pas de cœur, je manque pas de... Enfin, je fonctionne. C'est donc que ça a été construit suffisamment pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas dire que je suis resté, corporellement en tout cas, à un niveau prénatal. Enfin, s'il est prématuré à ça. Enfin, pas dans la population. Donc on ne trouve pas des corps prénataux dans la population, c'est m'expliquer. Mais ce que l'on trouve, c'est bien des petites séquelles, enfin petites, parfois suffisantes, qui sont le résultat de la traversée qui a été celle de ma construction au cours de l'embryologie et de la pétologie. Et au moment où je suis capable d'avoir des images, je vais imaginer de moi, avoir en image, ce que réellement je peux faire. Si j'ai plus de bras, je pense, j'ai construit une image de l'espace différente. Si je suis très fort, je construis une image de moi fort. Enfin, je construis à partir de ce que mon corps me permet de construire. Ça veut dire donc que des influences ou des destructions prénatales, etc., qui se sont inscrites au niveau biologique, physiologique, elles sont à ce moment-là prises en compte au niveau psychique. Sinon, vous allez commencer à avoir un discours délirant. Quand on me dit l'enfant a senti à 6 mois, etc., imaginé à 6 mois. Non, quand même, c'est pas possible.
Mais je ne suis pas en train de nier des influences prénatales, au contraire. Je suis en train d'expliquer comment elle se présente. Si je me trouve dans des situations difficiles, je vais aller chercher mon énergie dans tous les niveaux où je peux en trouver. Pendant la guerre, quand il n'y a plus de soldats, on demande aux adolescents de prendre des fusils. Il y a des enfants à qui on confie des armes. Je vais dans les tréfonds de mes possibilités. Dans mon niveau de guerre, ça fait je vais de plus en plus bas dans mes capacités pour affronter la situation que je rencontre, par exemple en thérapie. Alors, il faut le voir maintenant. Comment, petit à petit, s'est construit le corps humain. Enfin, au départ, c'est quand même une cellule, non? Et elle s'est isolée, une membrane s'est constituée qui a isolé une partie de l'extérieur. Donc une partie de l'extérieur est devenue à l'intérieur de la membrane et s'est développé là quelque chose qui est la vie. Si nous sommes poussés dans le dernier, l'avant-dernier de notre effort, à racler les fonds, et nous pouvons aller jusqu'à des vécus de cet ordre. Je dis des vécus, ce n'est pas une réalité physiologique, c'est bien des images qui me permettent d'aller jusqu'à des réalisations corporelles. Et donc je peux retourner à ça. La cellule, fécondée, donc peu importe, plus fécondée, elle peut vivre simplement par osmose. Le liquide intracteur, et elle voyage quand même pendant ce temps-là. À un certain moment, il faut se nider, il faut s'incruster. Sinon, je ne suis plus alimenté. C'est une nécessité. Et on reprend les vieilles techniques des tout premiers vertébrés, donc on a dans les gènes, puisqu'on est l'héritier de ces premiers vertébrés, toutes les techniques d'accrochage. Et en même temps, c'est évident que l'utérus s'est développé pour pouvoir recueillir. À ce moment-là, quand la cellule veut s'accrocher, comment l'utérus est-il disponible? Mais aussi peut-être comment, dans la fabrication de l'ovule, les choses ont été construites au niveau biochimique. Donc c'est de la pure biologie. Mais ici, évidemment, si je ne m'accroche pas, je suis mort. Donc, on a tous réussi à s'accrocher. Quoi? Tous ceux qui sont là. Mais il peut y avoir eu des difficultés. C'est-à-dire que la cellule a dû sécréter, créer certains mécanismes quand même. Voilà, c'est ce que je m'explique. Si la cellule crise au niveau biochimique, elle n'est pas tout à fait la même que si elle n'avait pas dû créer ces molécules particulières. Et quand elle va se diviser, elle va transmettre à sa cellule fille le surplus ou ce qu'elle a créé au moment de l'accrochage. Donc, toutes les cellules qui en dépendent, les milliards qui vont venir, vont être porteuses de cette facilité d'accrochage. Ce qui veut dire que même plus tard, sur cette facilité de la cellule, quand des organes se développent, quand des membres se développent, il y aura une facilité plus grande, une prédisposition.
que l'accrochage au niveau de la matrice, pour le retrouver par exemple chez les singes ou chez les mammifères qui s'accrochent à la peau, le singe qui s'accroche à la peau de la mère. Donc vous avez à aller dans les niveaux supérieurs, vous allez revoir des réapparitions de techniques qui ont été utilisées précédemment. De la même manière, on peut dire, tiens, des étoiles aussi ont des ancêtres. La Terre, elle attire comme ça un tas de météorites, elle bouffe, elle grossit. Tout ce qui est au niveau physiologique peut avoir déjà des antécédents. Et donc nous allons avoir des reprises dans le développement. Par exemple, l'oralité, arriver à pouvoir apprendre, rejeter, va être suivi d'un stade de règles. C'est pas du tout la même problématique. Mais après les règles, vient le stade de puissance qui va à nouveau être de construction. Donc il y a une alternance là des stades. Mais si vous allez dans les niveaux prénataux, vous allez aussi avoir des stades qui se succèdent et qui vont d'un côté vers l'organisation, le développement, et d'un autre côté vers le rejet de ce qui ne va pas, vers l'anal, Si vous avez cette vision-là, vous ne vous étonnez pas qu'à un niveau anal, il y a de temps en temps la résurgence de type circulatoire, que dans le génital, la résurgence de type oral. Vous avez donc une vision de l'alternance des stades. Si on voit maintenant comment se construit le fœtus, on retient deux périodes qui sont la première d'accrochage, enfin trois périodes, et la dernière qui est la sortie du ventre. Entre les deux, vous ne vous imaginez pas le nombre qu'il y a de passages, le nombre de stades. Si on doit commencer à s'occuper de ça, ce sera trop compliqué. Et puis il y a des stades comme par exemple, on a une bouche, on a un individu, on s'est invaginé, donc on a une seule bouche. Et puis il s'est passé quelque chose comme un bazar terrible, un changement fantastique. Et on s'est retrouvé avec une bouche d'un côté et une bouche de l'autre. Les deux pterostomes, les individus à deux bouches, la pompe était derrière, non? C'était une nouveauté extraordinaire, mais quel changement! Alors si vous essayez de retrouver au niveau psychique des comportements aussi sophistiqués, vous les trouverez forcément. Je ne suis pas sûr que c'est utile, si je me suis bien. Donc on va simplement dire, il y a un stade circulatoire. Ça veut dire, mais tout ce qui va de la naissance, de l'accrochage jusqu'à la naissance, c'est un stade terrible. Mais on va considérer comme une unité par facilité. Mais n'allez pas croire que c'est un stade ultra compliqué. Maintenant, on peut voir les caractéristiques de stade. À l'origine, donc, là, une chose importante, c'est je vais m'accrocher. J'ai des difficultés de m'accrocher. La seule solution, c'est de me cramponner. Et si je vis ça au niveau plus tard, parce que j'ai des réactions physiques, physiologiques, héritées de ce moment-là, par la division et la transmission des cellules. Si j'ai ces réactions-là, si j'ai des difficiles d'accrocher, j'aurai des difficultés d'accrochage à ma mère, à une situation. Et si on
Ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, c'est accueillir, mais pas de n'importe quelle façon. C'est accueillir quelqu'un qui vient s'accrocher. C'est pas aller le pêcher au harpon, non. Donc il y a la qualité particulière de quelqu'un qui vient, qui s'ouvre. On va pouvoir expliquer ça encore plus précisément. Et qui quand même, on fait tout pour l'accueillir. Sinon, s'il ne se sent pas accueilli, il va pouvoir, quand on n'est pas accueilli, quand on est rejeté, on est renvoyé dans la circulation. Il y a des enfants, les enfants autistes, par exemple, certains, qui, tout bout de champ, par exemple, il y a un parc immense, eh bien, ils font toujours le même parcours. Et ils s'arrêtent toujours à certains endroits. Ils cherchent donc à s'accrocher mentalement. Et ils se sentent rejetés, puisqu'ils lâchent et vont chercher une autre accroche. Ils circulent. Et donc, quand je suis à ce niveau-là, quand je circule, je vais provoquer, si quelqu'un est toujours en train de bouger, c'est insupportable pour l'extérieur. Je vais provoquer qu'on me prenne et ça suffit. C'est-à-dire qu'on me coince. Me sentant coincé, donc je fais l'état pénal. Me sentant coincé, je ne respire plus bien et j'explose, mais pas dans le sens de tenir. J'explose pour rejeter ce qui me coince. C'est ça le respiratoire. Sachant qu'à chaque stade, il faut quelque chose qui vienne être le destructeur, comme on a dit hier, la catastrophe. Mais qu'avant la catastrophe, il y avait un état. Et qu'après la catastrophe, il y aura un autre état. Et que donc, la catastrophe qui était celle qui a provoqué le respiratoire, ça a bien été comme il y avait depuis longtemps probablement une surpopulation dans les mers, la possibilité d'envahir la Terre. Et donc de respirer, mais il a fallu pour ça respirer. Comme si je vais chez Mars, j'aurais besoin d'un appareil pour garder l'oxygène. Ça veut donc dire que aussi, chaque stade n'est arrivé qu'au cours de l'évolution. Que le stade oral est arrivé à un moment particulier d'évolution chez les mammifères. Que le stade anal, vous voyez ça dans les notes. Quand on parle de stade, il ne s'agit pas de choses qui sont proprement humaines. Les stades psychologiques reposent sur une évolution biologique. L'homme, lui, est capable de construire à partir de règles, en calculant, etc. Ce que même il y a des marmottes, il y a des animaux qui construisent, mais ils font toujours la même chose. L'homme est capable de créer une nouveauté. Donc le stade génital est proprement humain, mais pas les autres. Ce qui viendra après le génital, la société aussi est humaine. Donc il y a, je répète, le passage d'un stade à l'autre prévoit la catastrophe, ce qu'on appelle le coup. Il y a toujours un avant et l'après-coup. Et on passe de l'avant à l'après-coup par le coup. Il faut très bien savoir ce qu'est le coup, comme s'en donner un coup. Et donc en thérapie, quel coup devez-vous donner pour effondrer un système et permettre le surgissement d'un autre? Si le coup de la naissance, le coup du passage sur Terre, le coup de sortir de la mer a été un coup,
chez l'homme, il y a toujours une anticipation due à la mémoire de ce qui a été nos ancêtres, anticipation de ce qui va arriver. Donc il y a une préparation avant la naissance de la respiration. Et toute cette préparation des poumons, des alvéoles, etc., c'est donc bien avant la naissance. L'avant-coup est avant. Le coup est la naissance. Et puis il y a l'après-coup. Alors on pourrait dire, c'est postnatal la respiration. On peut le dire. On peut dire aussi, oui, mais ça se prépare avant. J'ai tendance plutôt à préférer une petite idée que ça se prépare. Mais on pourrait justifier autrement, ce que je m'explique. Alors il faut comprendre une chose importante. Quand on commence à être dans la dépendance de ce que l'autre va faire de moi. Spontanément, j'étais nourri, j'étais à la chaleur, j'avais tout. Maintenant, je dépends. Est-ce qu'on va m'alimenter, donner le biberon, laver les selles, il y a tout. L'enfant, quand il vit ça, n'est pas encore myélinisé au point de vue physiologique. À 6 mois, il l'est depuis. Ça commence à 2 mois et demi, myélinisation progressive. À 6 mois. Et donc, il doit pouvoir avoir en image qu'il a besoin de son entourage. S'il n'a pas assez, il va prendre la position au paranoïaque, au dépressif. Mais cette position paranoïaque et dépressive de 6 mois, dans la réalité physiologique, apparaît déjà à la naissance. À la naissance, j'ai besoin qu'on vienne m'alimenter ou qu'on vienne s'occuper de moi. J'ai pas d'image, mais je vis physiologiquement une dépendance. Et je peux me sentir mal et pouvoir être en colère, pouvoir demander, ou même si je demande, ça ne va pas. Donc la première réaction, c'est de réclamer. Mais c'est ta faute, c'est toi. C'est la position, c'est la faute de l'autre, paranoïaque, non? Tandis que, il n'y a rien à faire. Je rentre dans la position dépressive. Elle n'apparaît au niveau psychique à 6 mois. Mais physiologiquement, elle est déjà là avant. Donc il y a un retard de décalage, de nouveau, entre ce qui apparaît au niveau psychique et ce qui a été vécu au niveau physique. Ça, c'est important. Et vous le retrouvez constamment, ce décalage. Parce qu'il faut d'abord que ça se constitue au niveau physique, puis vous pouvez le rendre psychique, enfin, le mentaliser ou l'imaginer. Le contrôle, est-ce que je lâche ou je donne mes scènes? Oui, d'accord. Ça va se psychiser, ça va entrer dans les images de contrôle, de situation. Mais quand même par après. Ce qu'il faut ajouter, c'est l'épigénétique. L'épigénétique. Si j'ai une mémoire de la manière de construire mon corps, ça c'est dans mes gènes. Et de la manière de construire mon corps et aussi construire mes bras. Et le gène s'ouvre, c'est-à-dire devient opérationnel à certains moments. C'est réglé par tout ça. Si quand il s'ouvre, le 23e jour après la conception, il y a un médicament qui tue ce gène. Donc, c'est le 23e jour. Si la mère prend régulièrement, eh bien à ce moment-là, ça tue la possibilité de créer un bras. Alors, si j'ai pas de bras, c'est génétique. Mais je n'aurais pas su faire de bras
si je n'avais pas mon gène, quels sont les événements qui, au cours du développement, qui ont une interférence avec le gène. Je peux avoir un gène qui me dispose à telle maladie. Si je n'ai pas de stimulus qui ouvre ce gène, il n'est pas dit que je l'aurai. Donc je ne suis pas du tout en train de nier la génétique. Mais tenons compte un peu de l'épigénétique. Or, les événements, recevoir brusquement le médicament qui tue, c'est un événement extérieur, c'est épigénétique. Maintenant, si tout ce qui est création d'hormones, etc., ben, il y en a qui peuvent avoir de l'influence, non? À un certain moment du développement. Et ça ne nie rien. C'est vrai que quand on observe des autistes, tiens, il s'est développé jusqu'à tel moment. L'autre, bien avant, sans savoir dire, tiens, qu'est-ce qui... Et si on fait une pensée développementale, on peut faire un diagnostic, je sais pas, comprendre, tiens, c'est à tel niveau. Maintenant, on peut imaginer, c'est les hormones, je ne sais pas tout. Pourquoi pas? On peut imaginer, il n'y avait pas de gène, mais c'est pas quand même suffisant. Opposer l'un à l'autre, ça n'a pas de sens. Le physiologique et le psychique, ça n'a aucun sens. Si donc on a toujours un développement au niveau physiologique qui sont repris en psychisme ultérieurement, on va donc avoir des images psychiques qui sont reprises de la formation physiologique. Quand maintenant je me trouve dans une confrontation, c'est tout de même pareil. Je vais être poussé à aller jusqu'au fond de mes tiroirs pour pouvoir regarder l'image que je me suis construite de moi. Cette image, si j'ai dû, pour faire plaisir, être celui qui est déprimé, qui est impuissant, c'est en étant impuissant que j'ai été apprécié par moi. En étant dépressif, en étant infernal, apprécié dans le sens qu'on s'occupe plus de moi. Et si on me délaisse, si je casse, je détruis, et que quand je casse, je détruis, je sois le fessé, alors vivement casser et détruire, c'est un bon technique. J'ai été récompensé. Avant d'abandonner des choses qui ont si bien réussi, je vais faire tous mes efforts pour reprendre et continuer le plus longtemps possible ce qui a bien réussi. C'est logiquement. Et je vais surstimuler cette manière de faire. Donc utiliser le stress pour résister au maximum. Et en même temps aller chercher des images de plus en plus archaïques qui me permettent de continuer la résistance. Et je vais donc utiliser les images qui ont été celles des reptiles, qui ont trouvé des cachettes. C'est pas la même chose au niveau des poissons. Ils n'ont pas les yeux pour ça, ils n'ont pas le cerveau pour ça. Les poissons, ils font le camp en toute vitesse, le plus loin possible. La mer est immense. Sur la terre, il y a des cas. C'est un autre type. Donc je vais chercher ça. Si ça ne va pas, je vais combattre. Mais c'est un combat à la vie et à la mort. C'est pas, je fais la grève. Quand je fais la grève, je ne risque encore rien, non? Je ne risque pas nécessairement d'être fusillé ou que les policiers viennent me tirer dessus. Le combat à la vie et à la mort n'est pas la même chose. C'est le combat des poissons à travers des milliers de stades, des dizaines de stades. Et si
si ça ne réussit pas, si ça ne réussit pas, parce que je peux, dans le stade combat, abandonner le combat, non. Pauvre. Et je coupe, ben, je me rends. Ou bien je veux quand même continuer. Et je vais dans l'histoire des vertébrés qui se sont accrochés. Et j'arrive dans le stade de sidération. Et ça marche, ça marche. Si même ça ne marche pas, et que j'ai une expérience où en étant déjà au niveau antérieur, j'ai eu des difficultés que j'ai pu surmonter. Parce que si j'ai pu m'accrocher, qu'il n'y avait pas eu de problème, que ça marchait, etc., je ne vais pas. Je n'aurai pas d'expérience que m'accrocher réussit. Je ne vais pas me sidérer. Il y a des gens qui ne font jamais ça. Si on n'a pas l'expérience, on ne va pas se réfugier dans quelque chose. Si donc j'ai eu des expériences difficiles que j'ai pu surmonter à un stade, bien je vais réutiliser. Le problème alors, et si ça ne marche pas, l'accrochage, c'est-à-dire ce qu'ont fait les vertébrés primitifs. Il y a peut-être une solution, c'est de retourner dans ces images de cellules, dans des images de cellules qui survivent en diffusion. La vie est, le problème est rester vivant ou perdre l'image de mon corps. Vous verrez Augustine, vous verrez des tas de personnes qui ont bien analysé les angoisses de décorporation. Elles sont différentes, multiples. C'est en abandonnant la vie que je peux survivre, pas que c'est on l'a dit. En tout cas, l'image de la vie que je peux survivre. Alors je vais dans des images de, je suis même plus vivant, ou de minéral, ou de, enfin, c'est des images au-delà de la vie. Je peux ou bien exploser, ou bien poser, ou bien devenir une pierre, devenir un... C'est les images que je prends. Et elles me permettent de résister. Quand vous êtes à ce niveau, c'est difficile d'encore user du limbique, de l'image mentale, directement. Vous êtes à un niveau où vous devez travailler avec l'ortho et le parasympathique. Vous augmentez les balances d'un côté et de l'autre. Mais vous ne pouvez le faire qu'à travers de limbique quand même. Qu'à travers les images. On verra ça petit à petit. Et si ça va plus loin, même étant minéral, même étant nul, ça ne suffit pas. Alors je fais appel aux forces supérieures. C'est-à-dire j'entre dans ce qu'on appelle les pactes. Par exemple, les pactes avec la mort. Par en reverse. Je ne sais plus rien faire, moi, donc j'appelle la force. Je me livre à elle, je me vends à elle. Et c'est dans la littérature, ça, non? Faust, etc. C'est bien des choses qui courent à travers la génération. Ces pactes-là, ne les ratez quand même pas trop. C'est quand ça va jusqu'à invoquer la mort, je ne sais pas, le diable, Lucifer. Il y a des tas de pactes avec les forces supérieures.